Bienvenue sur ce plateau spécial sur votre chaîne préférée Gabon 24. Aujourd'hui, nous abordons comme thématique la présidentielle 2025 et le taux de participation qui a été, on va dire, particulier. Il a été assez élevé, un des plus élevés depuis que le Gabon, jeune république, justement, procède à des élections de cette envergure, donc la présidentielle. Et pour en parler, je reçois justement sur ce plateau le docteur Fortuné Matsiegui Boula, des sociopolitologues, maître assistant CAMES et enseignant à l'université Omar Bongo. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, lorsqu'on parle de taux de participation record, est-ce que pour nos téléspectateurs, on peut revenir peut-être sur, comme j'ai dit, la jeune république que nous sommes et d'où on vient et pourquoi est-ce que ce taux de participation qui est de 70,5% est record? Merci, monsieur. En fait, ce taux est record de par l'histoire. Et je veux me permettre de faire un bref rappel historique des taux d'abstention depuis 1993. D'accord. Donc, date de retour au multipartisme et à l'élection présidentielle de 1993. Donc, en 1993, le taux d'abstention est de 12%. Donc, nous sommes à un taux de participation de 82%. En 93. En 1993. D'accord. En 1998, le taux d'abstention est de 54%. Donc, nous sommes à un taux de participation de... Et pourquoi cette dégringolade entre 93 et 98? J'en viens. D'accord, allez-y, J'en viens, continuez. laissez-moi terminer, merci. Donc, en 2005, le taux d'abstention aussi entre 50 et 70%. Donc, avec un taux de participation qui frôle les 30%. En 2009, le taux d'abstention est de 58%, avec un taux de participation de l'ordre de 42%. En 2016, il est de 40%, le taux d'abstention. On remonte un peu à 60% du taux d'abstention en 2016. Et en 2023, il remonte à 43%. Donc nous sommes à un taux de participation d'environ 56,65%. D'accord. Bien. Les raisons, n'allons pas chercher très loin. Vous savez, lorsqu'il y a une élection présidentielle, c'est un homme, un projet, un peuple. C'est un contrat qui se lie, c'est un contrat qui se noue. Et à l'exercice du pouvoir, si le peuple est dessus, la prochaine élection, ce peuple peut passer à la sanction. Et l'une des sanctions au Gabon, en général, c'est l'abstention des personnes. Donc, considérez que c'est... Donc, de façon sociologique, on va dire, le Gabonais, lorsqu'il n'est pas d'accord, le plus souvent... participe. Mais participe cette fois-ci en s'abstenant. Parce que l'abstention, c'est aussi la participation. Parce qu'on s'inscrit quand même sur les listes électorales. On est d'accord. Et pour ne pas avoir une participation conflictuelle, violente, aller dans la rue, les Gabonais préfèrent s'abstenir. Mais c'est une manière de marquer leur désaccord avec la politique mise en place et surtout que cette politique, ils ne la ressentent pas au plus près d'eux. Qu'elle n'a pas un impact sur eux, l'impact sur le plan socio-économique que j'entends. C'est comme ça que les populations disent non à un pouvoir. Voilà un peu, donc, après ce bref rappel historique pour comprendre d'où nous venons. Et alors, en 2025, nous avons un taux d'abstention, je crois, de 30%, sinon un taux de participation. On va dire 29% environ. De 70,5, ça fait 29,5%. N'est-ce pas donc à peu près un taux de participation de 71-72%? Oui. Regardez, entre 1993 et 2023, il avait dégringolé. Et il repart à la hausse, mais de façon significative, je dirais même de façon sensible. Et si on revient à ce que j'avais dit tout à l'heure, mais une élection présidentielle, c'est un homme, un peuple, encore que l'avantage, la particularité du candidat qui a été élu, c'est qu'il est resté 18 mois aux affaires et il a eu une action. Mais cette action, je l'ai dit ailleurs, s'est retrouvée jusque dans l'assiette des Gabonais qui sont au plus profond du pays, à l'arrière-pays. Donc les Gabonais ont senti l'impact? L'impact. Au niveau de l'assiette même, quand je parle de l'assiette, c'est qu'il y en a qui ne pouvaient pas manger peut-être 2 fois par jour, mais on peut le faire. Il y en a qui ne pouvaient même pas regarder une télévision, on peut le faire. Il y en a qui avaient du mal à avoir un glucosé, on peut se soigner. D'accord. Et je ne dis pas ça
par pure spéculation. Je le dis parce que moi-même, j'ai été à Coco Beach, j'ai été à Mouila, j'ai été à Malinga, j'ai été à Franceville et j'ai vu comment ce nouveau pouvoir a aidé les populations au plus proche. Mais vraiment au plus proche de leur maison. Je l'ai vu. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit quand je parle. Mais pour revenir aux détails, vous avez abordé l'évolution. Pour que les plus jeunes, parce que 93, c'est il y a 32 ans, oui. c'est il y a 32 ans maintenant, pourquoi est-ce que l'élection de 93 a pu emmener un taux de participation de 85%? Il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui était en jeu pour qu'autant de Gabonais, parce qu'on sait la population de 2,3 millions, certains disent plus, d'habitants, et il n'y a que 900 000 qui sont inscrits, c'est que déjà on a une grande population, mais pas beaucoup qui s'impliquent forcément. Mais en 93, il semble que les étoiles s'étaient alignées pour que tout le monde aille et que tout le monde soit vraiment volontaire pour y aller. Qu'est-ce qui était en jeu? Bon, d'abord, il faut faire un peu l'historique de notre politique. Disons que de 1922-24, date de création du premier parti politique gabonais, jusqu'en 1967, il y a une vie politique très active avec des grands partis politiques, le BDG, l'UDSG, l'Opunga. Mais c'était des partis écoles qui ont socialisé les populations. D'accord. Et il y avait une véritable démocratie à cette époque parce que quand Jean-Hilaire Obama va battre quand même Paul Souzat dans l'Angounier, un Fan qui va battre Nguissi dans l'Angounier, en retour sur son territoire. Sur son territoire, en retour aussi Souzat peut aller battre Jean-Hilaire Obama, c'est vous dire que la vie était vraiment nationale. Mais c'est à croire que la géopolitique n'existait pas encore à cette époque-là. La géopolitique a toujours existé. Mais comment un Pounou peut aller battre un Fan sur son territoire, dans le contexte géopolitique? Voilà, je vous parle d'une politique nationale, parce que les partis avaient des idéologies, pas tribalistes, mais des idéologies rassembleuses comme le socialisme, le marxisme, la social-démocratie ou le socialisme africain. Et dans ces idéologies, c'était l'homme au cœur du parti politique, pas l'ethnie, c'était l'homme, travailleur, le travailleur ou l'entrepreneur ou l'homme qu'on devait aider socialement, mais il n'y avait pas d'ethnie. Donc cette idéologie avait fait court et il y avait une véritable vie politique nationale, j'entends bien. Donc, pour revenir en 2025, c'était bien ça la question, 2025. En effet. Qu'est-ce qui explique justement ce regain? C'était ça la question? Oui, on parlait de 93. Oui. Et justement, on a vu qu'en 93, il y avait le multipartisme. C'est ça qui a certainement dû créer l'émulation. Et au fur et à mesure, on va dire, même si on sait qu'en 2005, la dernière élection du président Omar Bongo, le taux de participation était assez élevé, 79%, non. Je pense. Non, le taux d'abstention oscillait entre 50 et 70%. En 2005? Oui. D'accord. Et donc, c'est uniquement en 2025, là maintenant, que l'on revient avec un taux positif. Oui, très positif. D'accord. Oui, très positif. Expliquez-nous cela. Je vous l'ai dit au début, un homme face au peuple. Mais cet homme a eu l'avantage d'avoir 18 mois au pouvoir, et ces 18 mois au pouvoir ont été des 18 mois d'action. Lorsqu'il rétablit les bourses des étudiants qui étaient supprimées, lorsqu'il décide de payer les rappels, lorsqu'il vient à l'université payer la dette, lorsqu'il s'attaque à la dette du Gabon, il est en train d'impacter positivement le panier de la ménagère des populations. Lorsqu'il augmente le traitement de notre démocratie locale au niveau des chefs de canton, des chefs de village, pour les chefs de village, ils étaient à 30 000 francs CFA trimestre, et il décide d'augmenter ces émoluments à 150 000 francs trimestre. Je connais des chefs au village qui ont commencé par construire des maisons. D'accord. Ne serait-ce qu'au village. Vous voyez que là, il y a un impact positif. Mais la population a décidé de porter cet homme, mais alors de manière très sensible, parce qu'on parle quand même de 90% des suffrages. C'est un plébiscite.
En effet. Mais ces plébiscites, ce n'est pas un plébiscite parce que... N'oublions pas que les chiffres doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle. Bien entendu. Hein, il se peut que ce soit plus en hausse ou moins. En baisse. La Cour constitutionnelle reste le seul grand révélateur. Mais partons déjà sur les données que nous avons. Entre griffes, on les prend avec des pincettes. D'accord. Hein. Nous sommes d'accord. Simplement pour vous dire que la population a décidé de suivre quelqu'un qui est pragmatique et qui peut impacter leur assiette. On a vu ce qui s'est passé lors de l'annonce des résultats par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo. On a pu constater qu'il y avait eu, on va dire, une baisse. Parce que à la clôture des bureaux de vote, on parlait de 87% de taux de participation. Donc le lendemain, un peu moins de 24 heures après, on est descendu à environ 70%. Et plusieurs personnes n'ont pas compris. Ils ont considéré que au niveau des chiffres, voilà, qu'il y a eu peut-être des erreurs, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications justement sur ce qui s'est passé? Non, ce ne sont pas des erreurs. Lorsque vous êtes en train de faire du dépouillement et que vous donnez des chiffres de manière progressive, vous n'avez pas tous les bureaux, vous avez une partie des bureaux. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un premier panel, un ensemble d'électeurs sur la population totale qui était de 900 000, 900 000 environ, vous prenez un premier panel, vous pouvez être à 90%. Mais plus le panel s'agrandit, plus les chiffres peuvent baisser ou peuvent augmenter. Et dans ce cas-là, les chiffres ont baissé. Mais il n'y a pas à crier au scandale, ce n'est pas de la manipulation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore les chiffres totaux. Certains diront que c'est peut-être justement cette manipulation qu'on craint, parce qu'au Gabon, malheureusement, on a une histoire avec les urnes, avec plusieurs accusations. Est-ce qu'on peut être certain, ou du moins, est-ce qu'on peut confirmer que dans ce cas, c'est juste une ajustation, c'est-à-dire qu'on a juste ajusté les chiffres et qu'il n'y a pas eu forcément volonté de... Voilà. C'est un ajustement. S'il y avait eu fraude, je crois que des candidats auraient crié à la fraude. Est-ce que vous avez entendu des candidats crier à la fraude? Non, justement, on a le candidat... Billy Bizet, qui est venu en deuxième position, a justement dit qu'il prend acte. Il ne félicite pas forcément le candidat vainqueur, mais qu'il prend acte et qu'il ne conteste pas les résultats. Il ne les conteste pas, donc il n'a pas parlé de fraude. En effet. Non, il prend seulement acte de sa défaite, il a dit. A contrario, donc il prend acte de la victoire du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. A contrario, c'est bien ça. En effet. Oui, oui. Mais il n'a pas dit qu'il y avait fraude. Non. Moi, je n'ai pas entendu ces mots de sa bouche. Donc, jusque-là, s'il n'y a pas fraude, il n'y a pas contentieux, alors que notre histoire est maillée de fraude. Vous savez bien, de contestation. À chaque élection présidentielle, on a souvent vu vraiment des faits. Ce sera la première fois. Ce sera la première fois qu'il y aurait, en tout cas, dans le cas où il n'y a pas de recours à la Cour, est-ce que ce sera la première fois qu'il n'y a pas de recours? En tout cas, depuis 1993, oui. Depuis 1993, ce sera la première fois. Et à ce niveau aussi, je ne suis pas du ministère de l'Intérieur, mais il faut dire quand même que les institutions qui ont pris part à ce processus ont joué leur jeu. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ces institutions ont joué leur jeu et ont si bien joué leur jeu. Alors que par le passé, elles n'avaient pas forcément bien joué leur jeu, puisqu'il y avait des preuves de fraude. Mais ça, c'est une enquête qui peut le dire. D'accord. On parle de 920 000 électeurs, dont 28 000 qui résident à l'étranger. C'est déjà, rien qu'avec ce chiffre, on est déjà à plus de 100 000 électeurs en plus. Donc au niveau même déjà de la liste électorale, on a vu que beaucoup se sont inscrits, que beaucoup se sont ajoutés. Est-ce qu'on peut considérer que les Gabonais se sont réconciliés avec la politique, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été, quand je dis jeunes, parfois même trentenaires, qui ont été des primo-votants, donc qui ont voté pour la première fois. Plusieurs Gabonais, croisés dans les bureaux de vote par nos équipes justement sur le terrain, avaient un certain âge, mais votaient, comme disait le président justement de la transition, lui-même il a dit, il a croisé une femme de 90 ans qui partait voter, mais pour la première fois, depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut considérer que le Gabonais s'est réconcilié avec la politique? Carrément, on peut le considérer, au regard du taux de participation. Le Gabonais est en train de se réconcilier avec la politique. Les chiffres le prouvent, entre 1993 et 2025, il y avait eu un désamour total. D'accord. Les populations s'étaient désintéressées. Aujourd'hui, que ce soit les populations dans le Gabon et à l'extérieur, on voit bien que les taux de participation sont très importants. C'est la preuve, à travers les chiffres, j'entends bien, que les Gabonais sont en train de se réconcilier avec le politique. Mais ça, ce n'est pas l'effet d'une baguette magique. C'est l'effet je vous l'ai dit, d'une politique
systématique qui est mise en place et qui impacte les Gabonais jusqu'au coin les plus reculés du Gabon. Parce que chacun tire son épingle du jeu dans ce qui est fait. Chacun lorgne dans ce qu'il peut avoir comme intérêt. Même si on prend la nouvelle constitution, et là, pour le futur Parlement, il y a du travail, il y a un statut de l'opposition. Donc celui qui sera deuxième... La loi sur les partis politiques. Voilà, celui qui sera deuxième aura un statut, mais un statut qui reste à préciser par une loi organique au niveau du Parlement, n'est-ce pas? En effet. Mais alors, vous voyez qu'on est en train d'évoluer. Est-ce qu'il y avait eu un statut de l'opposition une fois ici au Gabon? Non. Non, alors qu'on a eu des personnalités très fortes quand même. Le président a parlé de shadow cabinet. C'est une expression que le monde anglophone connaît, c'est-à-dire comme un genre de mini-cabinet mini qui suit les actions gouvernementales afin de créer un système de contrôle. Ça aussi, c'est nouveau, j'ai l'impression. Bien sûr, c'est un nouveau management. Je crois que là, il allait chercher des méthodes chez les anglo-saxons, mais pour améliorer sa gouvernance. Ces shadow cabinets-là sont des sortes de think tanks, d'accord, pour essayer d'améliorer la gouvernance au jour le jour, sur les actions, regarde ce qu'il faut faire, regarde ce qu'il ne faut pas faire. Là où il y a des erreurs, on apprécie et on avance. Et ces shadow cabinets aussi sont des forces de proposition par rapport justement à la réalité politique. D'accord. Ce lundi, lors de la levée des drapeaux, le président s'est exprimé. Il a parlé de travail, il a parlé du fait que nous devrions justement sortir des écueils dans lesquels nous étions auparavant. Si on fait le parallèle entre le taux de participation, il a dit lui-même d'ailleurs, 90% des Gabonais qui ont voté pour lui, c'est 90% des Gabonais qui ont reconnu leurs problèmes et qui veulent qu'on leur apporte une solution. Si on prend ce que les différentes personnes qui étaient face au candidat ont dit, c'est-à-dire que ce sont des éléphants blancs, les bâtiments qu'il a construits, les routes qu'il a faites, est-ce qu'on peut espérer une concrétisation sur le terrain de l'espoir de ces personnes-là qui se sont manifestées le 12 avril 2025? Est-ce qu'on peut espérer que techniquement, sur le terrain, que ce ne soit pas de la parlotte, mais qu'on puisse passer aux actes? Moi, sociologue, j'ai un grand indicateur sur le terrain. D'accord. La vérité d'une idée ne se mesure qu'à l'action. En 18 mois, vraiment sa langue de bois, en 18 mois, il a montré qu'il peut faire beaucoup de choses. Vraiment, en 18 mois, il a redonné un peu de sourire aux Gabonais. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas trompés, ils sont allés tous aux urnes pour lui dire, en fait, le message c'est lequel. Monsieur le Président, continuez ce que vous avez commencé. Ne baissez pas les bras. Voici le message. Si nous vous plébiscitons, c'est que nous vous invitons, c'est une invitation, à continuer le travail que vous avez commencé, en mettant un peu plus d'accélérateur pour que ce travail se retrouve, mais vraiment surtout sur le plan socio-économique, au plus près des Gabonais, au plus proche de tous les coins du Gabon. Je vous l'ai dit, j'ai tourné pas mal le pays. Pendant cette campagne et bien avant, j'ai pu lire la détresse, mais j'ai aussi pu lire la joie. Tenez, un exemple. Regardez un peu les populations des Bacataires, Doum-Doum. D'accord, du côté de Dragage. Mais il fut un temps, il était difficile d'y aller, surtout quand il pleuvait. Aujourd'hui, aller à Bacataire. Je suis sûr que si on allait faire des sondages à Bacataire, là-bas, on aurait à peu près entre 90 et 100%. Parce que les gens ont vu sur le terrain... La route qui est un élément de démocratie. Le développement aussi. Le développement. La route qui est un élément qui permet de rallier ou de relier son lieu d'habitation à son lieu de travail ou à son école. Et la route qui est un élément de ponctualité aussi, parce que si la route n'est pas bien faite, on peut ne pas être ponctuel toujours. Donc, c'est une invitation que les populations ont donnée au candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, de continuer dans la voie qu'il a commencée. Mais quand je dis que ne spéculons pas, n'ayons même pas un raisonnement métaphysique où on va parler des identités abstraites. Il y a des indicateurs. Il y a la route. Il y a le coût du gaz qui a diminué. Monsieur, quand on parle de 6 000 à 5 000, peut-être que pour vous, ça ne représente rien. 4 950. Voilà. De 6 000 à 5 000, sinon 4 950 plus précisément. Pour vous, ça ne représente rien, par exemple, parce que vous prenez une bouteille de gaz. Mais imaginez un grossiste qui achète 150 ou bien 1000 bouteilles de gaz. Quel gain il fait? Faites un peu le calcul. D'accord. Vous voyez? Mais ça a impacté. Donc, ce n'est pas rien. Que dire des observateurs? Parce que là, on parle de chiffres.
on parle de plébiscite, on parle de... Voilà. Certains médias ont parlé de chiffres staliniens, c'est-à-dire... oui, à la soviétique. À la soviétique. Oui. Mais on a eu sur le terrain des observateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas des Gabonais uniquement qui ont été dans les bureaux et qui ont déclaré que tel est vainqueur ou pas. C'est des gens qui étaient là, qui venaient de l'Union africaine, qui venaient de... peut-être pas l'Union européenne, mais en tout cas qui venaient de tous les coins du monde et qui sont arrivés et puis qui ont vu ce qui s'est passé. Est-ce que, toujours par rapport justement à la confiance, mais là ce n'est plus la confiance uniquement au niveau du Gabon, est-ce qu'avec cette élection, le Gabon s'est rétabli une certaine confiance à l'international, selon vous? Ah, mais forcément. C'est-à-dire que le président élu, lui, et le président élu jouit d'une légitimité mais énorme. Encore que les observateurs internationaux sont arrivés et ont constaté qu'il n'y a pas eu dysfonctionnement, en tout cas majeur, qui aurait pu remettre en cause le verdict des urnes, pas du tout. Mais en fait, le Gabon est même en train de devenir une sorte de laboratoire de la sociologie politique et la sociologie électorale. D'accord. Pour qui? Laboratoire pour qui? Pour les chercheurs. De tout horizon? De tout horizon. D'accord. Comment on peut partir de taux d'abstention de 70% à un taux d'abstention de quoi? Un peu moins de 30%. Un peu moins de 30%. Comment on peut le faire? Et on plébiscite un homme à hauteur de 90% score à la soviétique. Comment est-ce possible? Donc pour les communautés internationales, parce que si on doit aller plus loin, si on doit faire une analyse bien sûr géopolitique, mais au niveau international, oui. On sait ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec l'AES, oui. Donc l'Alliance des États du Sahel, oui. qui comprend le Mali, le Niger et le Burkina, qui sont actuellement, on va dire, dans certaines difficultés à l'international avec la position qu'ils adoptent vis-à-vis voilà, de leurs voisins, non seulement leurs voisins, mais aussi... De la géopolitique mondiale. Voilà. Est-ce que le Gabon, en sortant là maintenant, parce qu'on a un président qui est élu désormais, qui n'est plus militaire, donc on est sorti, on va dire, d'un régime militaire pour un régime civil, est-ce que ce n'est pas aussi un message qui est porté, on va dire, à l'international? Je suis en train de vous dire que le Gabon va devenir un laboratoire pour la sociologie politique, pour la science politique. Est-ce qu'on peut gagner, est-ce qu'on peut bénéficier de ça en tant que Gabonais? Nous qui avons voté. Bénéficier de quoi? Justement des avantages d'avoir permis justement cette transition pacifique et cette élection. Écoutez, le monde tourne à la démocratie. La plupart des grands pays sont des pays démocrates. Et quand quelqu'un est élu démocratiquement à hauteur de 90%, quand même des suffrages, bon, même les institutions internationales vont hocher la tête pour dire oui, là nous avons quelqu'un que le peuple aime, on va composer avec lui, que le peuple soutient. On va vraiment, on doit, même pas on va, on devrait, on doit composer avec lui. Il a toute une légitimité, toute une population derrière lui. Fût-elle à quoi, je parle de la population, hein, de 2 millions d'habitants maximum, millions, oui. Et la population électorale à 900 000 habitants. Fût-elle à 900 000 habitants. Il y a toujours 1,4 million d'habitants de Gabonais qui n'ont pas encore fait le pas d'aller sur les listes, sur le fichier électoral. 1,4 million, oui. Qui n'ont pas fait le pas? Qui ne sont toujours pas inscrits sur les listes électorales. Parce qu'on va de 2,3 millions d'habitants, ça signifie que s'il y a 900 000 qui ont voté, c'est qu'il y a 1,4 million qui ne sont pas allés se faire déclarer. Ils n'ont pas encore 18 ans, sûrement. Peut-être. Première raison, ils n'ont pas encore 18 ans. Et n'oubliez pas que parfois, dans l'arrière-pays, l'état civil est difficile à être donné. Donc, il y a tous ces dysfonctionnements-là qu'il faut voir. L'état civil. Et il y a même des zones très enclavées. Quelqu'un peut naître vraiment dans des zones très, très, très enclavées et le temps de venir à la préfecture se faire déclarer, c'est parfois difficile. Il y a des données comme c'est la sociologie que j'entends, hein, qui explique... Votre mot de fin, il nous reste 1 minute environ pour ce plateau spécial. Mais le mot de fin, c'est moi qui vous remercie d'abord pour m'avoir invité et de m'être expliqué sur ces questions. Et ensuite, dire que les populations ont invité le président à continuer son action par ce plébiscite. Que le président garde sa tête froide, parce qu'il y aura beaucoup de pression, mais il a le peuple derrière lui, et qu'il mette vraiment le Gabon, qu'il tourne le Gabon vers l'avenir, qu'il mette le Gabon dans les rails du développement. C'est le contrat qui a été signé. Hein. Les populations ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est le contrat qui a été signé, Monsieur le Président, mettons dans les rails du développement, nous sommes avec vous. C'est cela. D'accord. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle justement, pour ceux qui nous regardent, que vous êtes le docteur Fortuné
Matsegui Mboula. Vous êtes sociopolitologue et vous êtes aussi enseignant à l'université Omar Bongo. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. À très bientôt. Au revoir.